Je n'ai jusqu'ici parlé que des difficultés et de la technique du procédé cathartique. Je voudrais encore ajouter quelques informations sur la façon dont se présente une analyse réalisée de cette façon. Bien que ce soit là pour moi un sujet très intéressant, je ne m'attends nullement à ce qu'il éveille chez des personnes n'ayant jamais pratiqué cette sorte d'analyse un intérêt analogue au mien. Nous allons continuer à parler de technique, mais cette fois pour en faire ressortir les difficultés inhérentes au contenu et dont le malade ne saurait être responsable. Elles doivent en partie être les mêmes dans les hystéries hypnoïdes ou de rétention que dans les hystéries de défense qui me paraissaient devoir être prises comme un modèle. J'entreprends cette dernière partie de mon exposé en espérant que les particularités psychiques à découvrir auront un jour en tant que matériau brut une certaine importance au point de vue d'une dynamique de la représentation. La première et très forte impression produite par une semblable analyse tient certainement au fait que les matériaux psychiques pathogènes, soi-disant oubliés, dont le moi ne dispose pas et qui ne jouent aucun rôle dans les associations et le souvenir, sont malgré tout présents et rangés en bon ordre. Il s'agit seulement d'écarter les résistances qui nous empêchent de parvenir jusqu'à eux. Mais ces matériaux deviennent conscients dans la mesure où il nous est possible de nous en rendre compte. Les associations correctes entre les diverses représentations et avec des idées non pathogènes dont le souvenir se présente souvent existent bien, ont de leur temps constitué des réalités et se sont maintenues dans la mémoire. Les matériaux pathogènes semblent appartenir en propre à une intelligence non nécessairement inférieure au moi normal. L'apparence d'une personnalité seconde est souvent des plus trompeuses. Cette impression est-elle exacte? Ne reporte-t-on pas en pareil cas à l'époque de la maladie l'ordonnance des matériaux telle qu'elle se présente après la liquidation? Ce sont là des questions auxquelles je ne suis pas encore en mesure de répondre et que je ne voudrais d'ailleurs pas traiter ici. Quoi qu'il en soit, l'on ne pourrait mieux et plus explicitement décrire les expériences faites au cours de ces analyses qu'en considérant tout l'ensemble des faits une fois la liquidation réalisée. L'état des choses n'est généralement pas aussi simple que la description de certains cas particuliers le ferait croire, comme par exemple quand un grave traumatisme n'a créé qu'un seul symptôme. Dans la plupart des cas, ce n'est pas un unique symptôme hystérique qu'on a affaire, mais à plusieurs dont les uns sont autonomes et les autres non. Il ne faut pas s'attendre à découvrir un seul souvenir traumatique issu d'une unique représentation pathogène, mais au contraire toute une série de traumatismes partiels et d'associations d'idées pathogènes. L'hystérie traumatique, monosymptomatique, apparaît pour ainsi dire comme un organisme élémentaire, un être monocellulaire, lorsqu'on la compare à la structure complexe d'une grave névrose hystérique, pareille à celle que nous rencontrons habituellement. Les matériaux psychiques d'une semblable hystérie se présentent alors comme un édifice à plusieurs dimensions, comportant pour le moins 3 strates. J'espère être bientôt en mesure de justifier cette façon imagée de m'exprimer. Il y a d'abord un noyau de souvenirs d'événements ou de suites d'idées, où le facteur traumatisant a culminé, ou bien où l'idée pathogène s'est le plus nettement formée. Autour de ce noyau se trouve une quantité souvent étonnamment abondante de matériaux mnémoniques qu'il va falloir étudier à fond, dans l'analyse en ordre triple, comme nous l'avons dit. En premier lieu, on reconnaît une évidente disposition chronologique, linéaire, réalisée à l'intérieur de chacun des thèmes en question. Pour en donner un exemple, il suffit de citer l'exemple chronologique du cas d'Anna O, rapporté par Breuer. Prenons l'exemple de la surdité, de la non-audition. On y découvre 7 catégories différentes. Dans chacune se trouvent rassemblés en ordre chronologique de 10 à plus de 100 souvenirs particuliers. Tout se passe comme si l'on dépouillait des archives tenues dans un ordre parfait. Dans l'analyse de ma patiente, Amy V.N., je trouvais un ensemble de contenus semblables, bien que moins complet. C'est d'ailleurs là un fait ordinaire et qui se présente dans toutes les analyses. L'ordre chronologique en est aussi rigoureux que l'est celui des jours de la semaine ou des mois de l'année chez les personnes mentalement normales. Ces ensembles rendent plus malaisé le travail analytique du fait que l'ordre chronologique d'apparition des incidents s'y trouve inversé. C'est l'incident le plus récent, le dernier vécu, qui se présente le premier à la façon d'une chape. C'est l'impression originelle, celle qui s'est en réalité produite au début de la série, qui met le point final.
J'ai indiqué que le groupement de ces sortes de souvenirs en une pluralité d'assises, de strates linéaires, se présentait comme un dossier d'actes, un paquet, et caractérisait la formation d'un thème. Ces thèmes sont autrement groupés encore, ce que je ne saurais décrire qu'en disant qu'ils sont concentriquement disposés autour du noyau pathogène. Il n'est pas difficile de dire ce que représente cette stratification, ni suivant quelle proportion croissante ou décroissante elle se produit. Il s'agit de résistances grossissant autour d'un noyau central, et par là de zones de transformation du conscient semblables à des strates où s'étendent les thèmes particuliers. Les strates les plus extérieures comprennent les souvenirs ou faisceaux de souvenirs qui peuvent le plus facilement revenir à la mémoire et sont toujours clairement conscients. À mesure que l'on pénètre plus profondément au travers de ces couches, la reconnaissance des souvenirs qui émergent se fait plus difficile jusqu'au moment où l'on se heurte au noyau central des souvenirs, dont le patient persiste à nier l'existence lors de leur apparition. C'est cette particulière disposition concentrique des matériaux psychiques pathogènes qui confère, nous le verrons, son caractère propre à la marche des analyses. Citons encore maintenant une troisième sorte d'agencement, la plus essentielle, celle dont on peut le plus malaisément tirer une règle générale. Je veux parler de la disposition suivant le contenu mental, l'enchaînement par des liens logiques en se prolongeant jusqu'au noyau et qui, dans chaque cas, peut suivre un chemin irrégulier, une voie très sinueuse. Cette disposition a un caractère dynamique, à l'inverse du caractère morphologique des deux assises précédemment citées. Ces dernières pouvaient être figurées par un schéma spatialement tracé, par des lignes fixes, courbes et droites. Au contraire, pour nous figurer l'enchaînement logique, nous nous représenterons une baguette pénétrant par les voies les plus sinueuses, depuis la périphérie jusqu'aux couches les plus profondes et inversement, mais plus généralement de l'extérieur au noyau central, en s'arrêtant à toutes les stations, ce qui rappelle le problème des zigzags du cavalier sur les damiers des jeux d'échecs. Servons-nous un moment encore de cette comparaison pour soulever un point, où cette fois elle s'écarte des particularités de l'objet comparé. L'enchaînement logique ne rappelle pas seulement une ligne en zigzag, mais plutôt un système de lignes ramifiées et surtout convergentes. Ce système présente des nœuds où se rencontrent deux ou plusieurs lignes. Une fois réunies, ces lignes poursuivent ensemble leur route. En règle générale, plusieurs lignes, indépendantes les unes des autres, ou parfois reliées, débouchent ensemble dans le noyau central. Autrement dit, il convient de noter avec quelle fréquence un symptôme est multi ou surdéterminé. J'ai tenté de décrire l'organisation des matériaux psychiques pathogènes. J'achèverai mon exposé en faisant mention d'une seule et dernière complication. Il arrive parfois que l'on ait affaire dans les matériaux pathogènes non point à un seul noyau, mais à plusieurs. Par exemple, quand il faut analyser un second accès hystérique possédant son étiologie particulière, mais qui est malgré tout lié à un premier accès aigu, déjà depuis longtemps surmonté. On se représente sans peine quelles assises, quelles chaînes de pensée s'interposent en pareil cas pour relier entre eux les deux noyaux pathogènes. Ajoutons certaines remarques à l'image ainsi tracée de l'organisation des matériaux pathogènes. Nous avons dit de ces matériaux qu'ils jouaient le rôle d'un corps étranger. Le traitement agit en débarrassant le tissu vivant de ce corps. Nous voilà maintenant en mesure de voir par où pêche notre comparaison. Un corps étranger, bien qu'il modifie les couches de tissu qui l'entourent et qui y provoque une réaction inflammatoire, ne se lie nullement à elle. Au contraire, nos groupes psychiques pathogènes ne se laissent pas aussi facilement extraire du moi. Leurs couches superficielles s'intègrent partout dans les éléments du moi normal et lui appartiennent tout autant qu'à l'organisation pathogène. La limite entre les deux est, en analyse purement conventionnelle, et se trouve tantôt à tel endroit, tantôt à tel autre, et parfois même il devient impossible de les localiser. Les couches intérieures deviennent de plus en plus étrangères au moi, sans que là encore la limite du pathogène devienne quelque part visible. L'organisation pathogène n'agit pas réellement comme un corps étranger, mais plutôt comme une infiltration. Dans ce parallèle, c'est la résistance qui représente l'élément infiltrant. La thérapeutique ne consiste pas à extirper ce qu'aujourd'hui encore elle ne saurait réaliser, mais s'efforce de faire cesser la résistance pour permettre ainsi la libre circulation dans une voie jusqu'alors barrée. J'emploie ici une série de comparaisons n'ayant qu'une très vague ressemblance avec le sujet dont je m'occupe et qui ne s'accordent guère entre elles. Je le reconnais et ne risque nullement d'en surestimer la valeur,
Mais si je poursuis ces parallèles, c'est afin de rendre compréhensible par divers rapprochements des idées extrêmement compliquées et jamais encore exposées. Je m'octroie ainsi la liberté de continuer dans les pages suivantes à me servir de ces comparaisons, si discutables qu'elles puissent être. S'il devenait possible, une fois la liquidation des matériaux pathogènes achevée, de les exposer à une tierce personne dans leur aménagement connu, complexe et comportant plusieurs dimensions, celle-ci ne manquerait pas de se demander à juste titre comment pareil chameau a pu passer par ce trou d'aiguille. On parle non sans raison d'une étroitesse du conscient. Le terme prend toute sa valeur, toute sa signification pour le médecin qui procède à une analyse semblable. Ce n'est jamais qu'un seul souvenir qui émerge dans le moi conscient. Le malade, tout préoccupé par l'élaboration de ce souvenir, n'aperçoit rien de ce qui tend à surgir et oublie ce qui a déjà forcé le chemin. Si quelques difficultés s'opposent à la réduction du souvenir en question, ce qui arrive par exemple quand le malade ne parvient pas à faire taire la résistance et qu'il tente de repousser ou de déformer la réminiscence pathogène, le passage se trouve alors, pour ainsi dire, obstrué. Le travail stagne, rien ne peut plus surgir et le souvenir qui était sur le point d'émerger se trouve arrêté devant le patient jusqu'au moment où ce dernier l'insérera dans le moi. Tous les matériaux pathogènes traversent ainsi une fente étroite pour arriver comme fragmentés et étirés dans le conscient. Il appartient au psychothérapeute de reconstituer l'organisation présumée. Toute personne friande de comparaison ne manquera pas de penser ici à quelques jeux de patience. Celui qui entreprend pareille analyse doit s'attendre à se trouver en face d'une organisation des matériaux pathogènes de cette sorte. Fort des expériences passées, qu'ils se disent bien qu'il faut absolument renoncer à pénétrer directement jusqu'au cœur de l'organisation pathogène. En admettant même que l'on vienne à la deviner, le malade ne saurait faire aucun usage de la révélation qu'on lui en ferait et son psychisme n'en serait point modifié. Il ne reste qu'à s'en tenir pour débuter à la périphérie de l'édifice psychique pathogène. On laisse le malade raconter ce qu'il sait, tout en dirigeant d'abord son attention et en surmontant grâce au procédé par pression les résistances légères. Chaque fois que grâce à cette pression une voie nouvelle a été ouverte, il faut s'attendre à ce que le malade s'y engage un peu, sans nouvelle opposition. Après avoir quelque temps travaillé de cette façon, on voit ordinairement le malade participer au travail. Une foule de réminiscences surgissent en lui sans qu'il soit nécessaire de lui poser des questions ou de lui imposer des tâches. C'est que l'on a justement ouvert une voie dans quelque assise intérieure et que le malade dispose alors spontanément des matériaux de cette même résistance. On le laisse alors un moment reproduire ses souvenirs sans chercher à l'influencer. À dire vrai, il ne serait pas en état de découvrir de lui-même les rapports importants, mais on peut lui confier le soin de déblayer l'intérieur de la couche en question. Les choses qu'il met ainsi en lumière semblent souvent décousues, mais n'en fournissent pas moins les matériaux qui, ultérieurement, joueront leur rôle grâce à la découverte d'un lien. Deux écueils doivent généralement être évités. Lorsqu'on empêche le malade de révéler tout ce qui lui passe par la tête, on court le risque de bloquer certaines choses que l'on aura ensuite beaucoup de mal à libérer. D'autre part, il faut se garder de surestimer l'intelligence inconsciente du malade et ne pas abandonner à celle-ci la conduite du travail tout entier. Si je voulais schématiser le mode de travail, je dirais par exemple que le médecin doit assurer l'accès des couches internes, leur pénétration radiaire, alors que le malade assure l'extension périphérique. La pénétration s'effectue, comme nous l'avons déjà signalé, en surmontant les résistances. Toutefois, il est généralement nécessaire de réaliser d'abord une autre tâche, saisir un brin du fil logique qui seul pourra permettre de pénétrer à l'intérieur. Qu'on ne s'attende point à ce que les libres propos du malade facilitent à l'analyste la reconnaissance des matériaux contenus dans les couches les plus superficielles, l'évaluation de la profondeur, où il se trouve, ni la détermination des points, où se relient entre elles les associations d'idées cherchées. Au contraire, tout cela reste soigneusement dissimulé. La narration que fait le malade semble achevée, solide. On se trouve d'abord devant elle comme devant un mur bouchant toute perspective et ne laissant pas deviner ce qui se cache derrière elle, ni même s'il s'y cache quelque chose. Une fois que le praticien a sans trop de peine et de résistance obtenu un exposé de son malade, il soumet cet exposé à la critique et y découvre immanquablement des lacunes et des défectuosités. Ici, les associations se trouvent visiblement rompues et le malade les complète avec peine par une phrase, par un renseignement insuffisant.
Ailleurs, on se heurte à une motivation qui, chez un homme normal, n'aurait eu aucun effet. Le malade refuse de reconnaître la présence de ces lacunes lorsqu'on cherche à les lui faire observer. Mais le médecin a raison de vouloir découvrir derrière ces défectuosités un accès aux matériaux des couches plus profondes, s'il espère justement en ce point-là découvrir le fil des associations dont le procédé par pression lui a indiqué la trace. Il dit alors au malade: vous vous trompez, ce que vous me dites n'a aucun rapport avec la question qui nous préoccupe. Il faut ici que nous découvrions autre chose, quelque chose à quoi vous allez penser lorsque j'appuierai la main sur votre front. Le praticien est en droit d'exiger d'un hystérique des associations logiques, des motivations semblables à celles qu'il exigerait d'un individu normal. Dans le domaine de la névrose, les associations restent logiques. Il arrive que chez un névrosé, et particulièrement chez un hystérique, les chaînes d'association donnent l'impression d'être disloquées et que les rapports d'intensité entre différentes représentations paraissent ne pouvoir s'expliquer par les seuls motifs psychiques. Nous connaissons justement la raison de cette apparence, c'est l'existence de motifs cachés, inconscients. Nous sommes ainsi amenés à soupçonner la présence de semblables motifs secrets partout où nous décelons de pareilles lacunes, dans les associations et où le degré d'action normale et justifié de la motivation se trouve dépassé. Pour se livrer à ce travail, le praticien doit naturellement se débarrasser de toute opinion théorique, préconçue, et ne pas se dire qu'il a affaire aux cerveaux anormaux de dégénérés et de déséquilibrés. Chez qui penserait-il la liberté, les lois psychologiques ordinaires régissant les liens représentatifs ne joueraient plus aucun rôle? Suivant cette conception, aussi une représentation quelconque pourrait chez eux acquérir sans raison une excessive intensité, tandis qu'une autre, sans motif psychologique particulier valable, demeurerait intangible. Il s'agirait là d'un stigmate propre à ces malades. Or, l'expérience montre qu'en ce qui concerne l'hystérie, c'est le contraire qui est vrai. Lorsqu'on parvient à découvrir les motifs cachés, souvent restés inconscients, et qu'on en tient compte, les associations de pensée hystériques cessent de paraître énigmatiques et contraires aux règles. C'est donc de cette façon, en dépistant les lacunes qui se trouvent dans le premier exposé du malade et qui sont souvent dissimulées par de fausses connexions, que l'on parvient à saisir un brin du lien logique à la périphérie et que l'on peut continuer en se servant du procédé par pression à se frayer une voie. Il est très rare qu'un seul lien vous fasse pénétrer jusqu'au bout. Le plus souvent, ce lien sera en route, soit parce que le procédé ne donne rien, soit parce que ce qu'il donne ne peut, même au prix de gros efforts, ni s'expliquer ni se continuer. On apprend très vite à se prémunir en pareil cas contre de menaçantes confusions. Les jeux de physionomie du malade permettent de décider si l'on est vraiment parvenu à un terme ou si l'on a affaire à un cas ne nécessitant aucune explication psychologique, ou encore s'il existe là quelque résistance excessive qui arrête le travail. Lorsque le médecin ne parvient pas tout de suite à surmonter celle-ci, il peut admettre que le lien associatif l'a conduit jusqu'à une couche encore imperméable. Il abandonne alors ce lien pour se saisir d'un autre qui l'amènera peut-être tout aussi loin. Une fois que tous les liens associatifs ont abouti à cette même couche et que nous y découvrons les enchevêtrements qui empêchaient de suivre chacune des chaînes isolément, nous pouvons songer à attaquer à nouveau la résistance imminente.